Mon téléphone a vibré à 7h12, le genre d'heure où les mauvaises nouvelles semblent plus crédibles parce que le cerveau n'est pas encore tout à fait réveillé, et sur l'écran s'affichait « Papa ». Je l'ai fixé une seconde de plus que d'habitude parce que mon père, Philippe, n'appelle jamais aussitôt sauf s'il veut obtenir quelque chose ou s'il s'apprête à annoncer une nouvelle comme s'il rendait un verdict définitif. J'ai décroché en disant simplement « Allô ?» et sa voix est revenue, froide et monocorde, comme s'il lisait une réplique apprise par cœur, m'annonçant que mon grand-père était mort la veille, que les obsèques auraient lieu vendredi, qu'il leur avait tout légué et que je n'aurais rien. Pendant un instant, j'ai arrêté de respirer, non pas parce que je le croyais, mais parce que je pouvais l'entendre, elle, ma mère Isabelle, rire en arrière-plan, d'un rire qui n'était ni doux ni triste, mais un petit rire cristallin, celui de quelqu'un qui vient d'entendre une blague qu'il attendait de raconter depuis des mois, puis sa voix s'est fait entendre assez clairement pour qu'elle sache que je l'entendrais dire qu'enfin j'étais hors jeu. J'aurais pu argumenter, hurler ou supplier pour avoir des détails comme il s'y attendait, mais au lieu de cela, j'ai regardé la table de la cuisine parce que mon grand-père, Jean-Pierre, était assis juste à côté de moi, bien vivant, tenant son bol de café comme si rien au monde ne pouvait l'ébranler à moins qu'il ne le décide lui-même. Ses mains paraissaient plus vieilles, la peau fine, les veines plus apparentes, mais elles étaient stables, et son regard était calme et vif, ce genre de calme qui ne vient pas de l'ignorance mais de la certitude. Sur la table, devant lui, se trouvait une enveloppe scellée en papier épais avec l'entête d'une étude de notaire dans le coin et mon prénom, Léa, écrit à la main d'une écriture soignée, et ce n'était pas un sceau décoratif mais celui qui craque quand on le brise, une preuve, pas un sentiment. Je n'ai pas répondu à mon père, je n'ai même pas réagi au rire de ma mère, j'ai simplement appuyé sur une touche pour mettre l'appel sur haut-parleur et j'ai fait glisser le téléphone sur la table jusqu'à ce qu'il se trouve entre moi et Jean-Pierre, tel un microphone. Mon père a continué de parler, car mon silence lui fait toujours croire qu'il est en train de gagner, me lançant que je me pensais maligne à jouer les indépendantes mais que maintenant cela n'avait plus d'importance car la maison, les comptes, les terres, tout était à eux. J'observais le visage de Jean-Pierre et n'y voyais ni colère ni choc, juste un léger durcissement de sa mâchoire, comme s'il enregistrait chaque phrase de la même manière qu'un juge note un mensonge. Ma mère s'est rapprochée du téléphone et a adouci son ton de cette façon mielleuse qu'elle utilise quand elle veut que la cruauté paraisse raisonnable, me disant de venir aux obsèques ou pas, mais que de toute façon je ne faisais plus partie de la famille. Le regard de Jean-Pierre s'est posé sur l'enveloppe, il ne l'a pas ouverte car il n'en avait pas besoin, il a juste tapoté le sceau une fois du bout du doigt, un tapotement silencieux comme pour se rappeler qu'il y avait une ligne qu'il n'avait pas encore lue. La voix de mon père s'est faite plus tranchante en demandant si j'écoutais au moins, et j'ai répondu d'une voix stable que j'écoutais, ce à quoi il a expiré comme s'il était déçu que je ne sois pas en larmes, avant d'ajouter que je ferais mieux de rester loin de l'étude du notaire car il s'était déjà occupé de tout. Ce terme, occupé de tout, m'a glacé le sang-car dans la bouche de mon père, cela signifie de la paperasse, des signatures et quelqu'un de piégé alors qu'il est trop émotif pour lire ce qu'il signe. C'est alors que j'ai remarqué un détail, petit mais crucial, la main gauche de Jean-Pierre n'était plus sur son bol mais posée sur une chemise cartonnée fine à côté de l'enveloppe, une de ces chemises banales que les gens utilisent quand ils veulent que ce soit le contenu qui parle, pas l'emballage, il était venu préparer. Mon père continuait, sa voix gagnant en assurance ne percevant que ma respiration contrôlée, annonçant qu'ils allaient au chalet de montagne dès demain pour faire l'inventaire et qu'ils m'enverraient les babioles personnelles que j'y avais laissées, tandis que ma mère riait encore en demandant s'il restait vraiment quelque chose de valeur. Je fixais l'écran du téléphone, le compteur de l'appel défilait, preuve que ce n'était pas un cauchemar mais un événement documenté, 7h13, 7h14, puis Jean-Pierre a fait quelque chose qui m'a donné des frissons, il s'est penché lentement vers le téléphone, le mouvement calme d'un homme décidant qu'une porte allait se fermer. Ses yeux ont croisé les miens une seconde, une question sans mots me demandant si j'étais prête, et j'ai hoché la tête. Jean-Pierre a pris l'enveloppe scellée, l'a tenue à hauteur d'yeux en l'orientant vers moi comme pour me rappeler qu'elle existait pour une raison, puis il l'a reposée et a placé 2 doigts sur la chemise cartonnée sans rien ouvrir, se contentant d'écouter mon père qui donnait maintenant des ordres sur ce ton de supérieur convaincu que son interlocuteur n'a aucune option, me disant de ne pas faire d'histoire pour ne pas m'afficher car c'était réglé. L'expression de mon grand-père n'a pas bougé, mais son pouce a lentement fait glisser l'enveloppe plus près du téléphone, puis il s'est approché du haut-parleur et a prononcé un seul mot, assez clair pour trancher leur mise en scène comme un couteau dans du papier. Allô. À l'autre bout du fil, le rire s'est arrêté si brusquement qu'on aurait dit qu'on avait coupé le son, mon père ne disait rien,
ma mère ne respirait plus, et pendant 2 secondes, il n'y eut que le silence et le léger grésillement de la connexion téléphonique. Puis la voix de mon père est revenue, ténue, incrédule, balbutiant. « Papa ?» Jean-Pierre ne lui a pas répondu tout de suite, il a regardé l'enveloppe, puis moi, puis le téléphone, comme s'il décidait si cette conversation serait un simple avertissement ou le début de quelque chose d'officiel, car peu importe ce que mes parents pensaient avoir réglé, Jean-Pierre avait lui aussi réglé quelque chose et il en avait apporté la preuve sur la table de ma cuisine. Après ce « allô », le silence était tel que je pouvais entendre le petit bourdonnement électrique de la suspension de ma cuisine, puis mon père a répété « Papa ?» d'un ton de moins en moins assuré tandis que ma mère restait muette, sa respiration courte trahissant son indécision entre la panique et le jeu d'actrice. Jean-Pierre ne leur a pas fait la grâce de les laisser dans la confusion, il est resté près du téléphone et a parlé de ce même ton calme qu'il utilisait autrefois pour m'apprendre à bien faire les choses dès la première fois, déclarant qu'il avait tout entendu. Mon père a tenté de reprendre le contrôle immédiatement en bafouillant que c'était un malentendu, qu'ils avaient reçu un appel, mais Jean-Pierre l'a coupé net en lui rappelant qu'il n'avait pas dit avoir reçu un appel mais qu'il avait affirmé avoir déjà tout récupéré. Mon père s'est tu à nouveau, et la voix de ma mère s'est glissée, douce comme du miel versé sur du verre pilé, s'exclamant « Papa, Dieu soit loué », feignant les larmes sur commande en disant qu'ils avaient eu si peur, mais Jean-Pierre n'a pas élevé la voix, il a juste constaté le fait qu'elle avait ri, une phrase qui a frappé plus fort que n'importe quelle accusation. La douceur d'Isabelle s'est brisée et alors qu'elle tentait de nier, Jean-Pierre a poursuivi en disant qu'il était assis à la table de sa petite fille avec une enveloppe scellée de son notaire. Le ton de mon père a changé, devenant moins théâtral et plus pressant, demandant pourquoi il était avec moi et m'accusant de l'empoisonner contre eux, mais Jean-Pierre a croisé mon regard avant de répondre au téléphone comme s'il s'adressait à des étrangers, affirmant qu'il était là parce qu'il savait qu'il tenterait quelque chose dès qu'il le penserait possible. Mon estomac s'est noué parce que mon grand-père ne devinait pas, il confirmait ses soupçons. Mon père a tenté l'angle de la colère, criant plus fort comme si le volume pouvait effacer les preuves, demandant s'il avait toute sa tête et s'il savait quel jour on était, ce à quoi Jean-Pierre a répondu sans broncher que nous étions mardi et qu'à 7h12 ce matin, il avait appelé sa petite fille pour lui annoncer son décès en lui intimant de ne pas approcher de l'étude notariale. J'ai senti mon pouce accélérer car ce n'était pas une menace fortuite, c'était un plan délibéré. Ma mère est revenue à la charge, plus agressive, disant qu'ils avaient dit ça parce que je créais des problèmes, mais Jean-Pierre a rétorqué froidement que je créais des problèmes avec des documents officiels et que c'était précisément ce qu'il craignait. Puis il a posé une question procédurale qui a changé toute l'atmosphère de l'appel, demandant pourquoi leur banque avait reçu une notification de décès à 6h48 ce matin. J'ai eu le souffle coupé, je ne savais même pas cela, et mon père a laissé échapper un bruit entre la toux et l'étouffement en demandant de quoi il parlait. Jean-Pierre a alors ouvert la chemise cartonnée pour la première fois, révélant une page imprimée avec le logo d'une banque et une alerte de fraude qu'il a poussée vers le téléphone comme si mon père pouvait la voir, expliquant qu'il s'agissait d'une alerte automatique reçue par email à 6h52, 4 minutes après que quelqu'un avait tenté d'initier une procédure de succession sous son nom. Ma mère a murmuré que ce n'était pas eux, mais Jean-Pierre a lu la ligne qui comptait, le contact ayant soumis la demande était l'adresse email de son propre fils. La cuisine m'a soudain semblé minuscule, car mon père n'avait pas seulement parlé, il avait manipulé un système, et les systèmes se fichent des liens familiaux, ils ne jurent que par les registres. Mon père a crié, désespéré, que c'était un faux, mais Jean-Pierre n'a pas scié, précisant que cela venait de la banque et non de moi, puis il s'est rapproché du micro et a baissé la voix, devenant encore plus glacial pour leur annoncer la suite des événements. À 9h, il avait rendez-vous chez son notaire, je serais présente, et cet appel y serait diffusé. Ma mère a eu un hoquet de surprise, mon père a tenté d'intervenir, mais Jean-Pierre l'a fait taire d'une seule phrase, lui signifiant qu'il avait fini de parler. Après un court silence où mon père semblait incapable de digérer le fait d'être réduit au silence, ma mère a tenté une dernière manœuvre, la voix tremblante de manière stratégique, suppliant Jean-Pierre en lui disant qu'il n'était pas bien, qu'il ne devrait pas voyager et qu'il devait s'en occuper. Jean-Pierre m'a regardé, puis l'enveloppe, puis le téléphone, et a déclaré qu'il était assez bien pour signer et assez bien pour révoquer tout ce qu'il leur avait jamais donné. Le mot « révoquer » a claqué comme une porte de prison parce que mes parents tentaient de prendre le contrôle depuis des années sur ses comptes et ses autorisations. Le ton de mon père est devenu hideux, sifflant qu'il le regretterait s'il faisait cela, mais Jean-Pierre a répondu avec ce calme qui rend les menaces puériles,
disant qu'il regrettait déjà ce qu'il avait toléré jusque-là, puis il m'a demandé d'activer l'enregistrement. J'ai appuyé sur le bouton, le petit voyant rouge est apparu, Jean-Pierre savait exactement ce qu'il faisait, il voulait leur voix, leur rire, leur certitude que j'étais exclu, il voulait geler ce moment dans le temps car les gens comme mes parents réécrivent le passé dès que le futur leur échappe. Mon père l'a compris aussi et a changé instantanément de ton, devenant mielleux, suggérant de se voir en privé plutôt que devant des étrangers, mais Jean-Pierre a répondu qu'il l'avait déjà fait devant des étrangers en contactant la banque, puis il a ajouté une phrase qui m'a glacé, « Quelqu'un était à son chalet ce matin. » Je suis resté pétrifié. Jean-Pierre a expliqué qu'il avait reçu une alerte de sabotage de la boîte à clés sécurisée 10 minutes plus tôt, et j'ai entendu mon père inspirer brusquement. Mon grand-père a alors ajouté, d'une voix précise, de dire à son cousin Stéphane de s'éloigner de la porte. L'appel est resté muet une seconde, puis, très faiblement en arrière-plan chez mon père, j'ai entendu une autre voix paniquée dire que quelqu'un était là. Le visage de Jean-Pierre n'a pas bougé, mais le mien si, car soudain, ce n'était plus un simple mensonge au téléphone, c'était une intrusion en temps réel. Jean-Pierre a raccroché d'un coup sec, définitif, puis il a fait glisser l'enveloppe vers moi en disant que nous allions chez le notaire, puis au chalet. Mes mains tremblaient en saisissant mes clés, et au moment où nous nous levions, mon téléphone a vibré à nouveau avec une alerte de la caméra du chalet, mouvement détecté sur le perron. J'ai ouvert l'application, le flux en direct s'est chargé et j'ai vu un homme sur le porche de Jean-Pierre, un sac à outils sur l'épaule, s'affairant sur la serrure tandis que Stéphane, le cousin de mon père, montait la garde en surveillant la route comme s'il craignait que nous n'arrivions trop tard. L'image s'est affinée, assez pour que je reconnaisse l'homme au sac à outils, un serrurier faisant son travail, et derrière lui Stéphane, celui qui connaissait toujours du monde, pour arranger la paperasse. Jean-Pierre fixait l'écran sans ciller, il n'a pas crié, il a juste hoché la tête comme un homme voyant un piège capturer enfin sa proie, et m'a dit d'enregistrer. J'ai lancé l'enregistrement d'écran, le point rouge confirmant la preuve, puis il a sorti de sa poche un second téléphone, un vieux modèle sans application, et a appelé un numéro déjà enregistré. Un homme a décroché à la deuxième sonnerie, la gendarmerie, et Jean-Pierre a déclaré d'une voix ferme qu'il voyait en direct une tentative d'entrée par effraction à son chalet, qu'il était bien vivant et que son fils signalait faussement son décès. Après un silence, le ton du gendarme a changé car les noms de famille ont du poids dans nos petites communes rurales, il a appelé mon grand-père, Monsieur Carter, et a demandé où il se trouvait. Jean-Pierre a répondu qu'il était en route pour son notaire mais qu'il fallait une patrouille au chalet immédiatement, donnant l'adresse de mémoire, puis il a ajouté avec une apparente désinvolture que l'unité d'intervention devrait noter qu'une tentative de notification de décès avait été faite à la banque sous l'email de son fils. Le gendarme n'a pas discuté et a confirmé l'envoi d'une unité. Jean-Pierre a raccroché et m'a demandé les clés, la chemise et l'enveloppe. Nous sommes montés dans son pick-up, il a insisté pour conduire malgré mes protestations, et nous sommes partis avec l'enveloppe scellée entre nous comme une arme chargée. Sur l'autoroute, je gardais le flux vidéo du chalet ouvert, le serrurier semblait bloqué, il demandait un code à Stéphane qui désignait la porte avec impatience. Le serrurier s'est alors approché de la porte principale, et pour la première fois, la mâchoire de Jean-Pierre s'est crispée, non pas par peur mais par offense, pour la maison, pour l'audace, murmurant que ces gens-là ne s'arrêtaient pas quand les papiers échouaient. 20 minutes plus tard, nous arrivions à l'étude notariale, un endroit calme et feutré où les familles prétendent être civilisées. La notaire a accueilli Jean-Pierre avec une chaleur professionnelle, m'a regardé comme si elle connaissait déjà mon visage par les récits de mon grand-père, et s'est réjouie de le voir en personne. Jean-Pierre a exigé que l'appel de son fils soit enregistré officiellement et j'ai tendu mon téléphone en précisant que tout y était, les voix, le haut-parleur, tout. La notaire a acquiescé et a révélé à Jean-Pierre que son fils s'était renseigné le matin même pour savoir si un certificat de décès avait été émis afin de procéder à une administration immédiate des biens. Mon estomac s'est noué, il avait carrément demandé un certificat de décès alors que son père était vivant. La notaire a continué en expliquant qu'il y avait aussi eu une tentative de changement de bénéficiaire sur 2 comptes, le compte d'investissement et le dossier de la propriété du chalet. J'ai réalisé à ce moment-là que le but n'était pas seulement de ne rien me laisser, mais de m'évincer si vite que je ne pourrais pas interférer pendant qu'il déplaçait l'argent.
Jean-Pierre a sorti l'alerte bancaire de sa chemise cartonnée, l'expression de la notaire a changé en lisant le document, confirmant qu'il s'agissait bien d'une alerte de fraude. Puis, mon grand-père a tapoté l'enveloppe scellée et a demandé qu'on l'ouvre. Il a brisé le sceau sans aucune hésitation, a sorti une lettre et un second document plus épais, tamponné, a lu une ligne en silence puis l'a poussé vers la notaire en demandant que ce soit enregistré aujourd'hui même. La notaire est restée pétrifiée en lisant, expliquant à voix basse que ce document nommait un exécuteur testamentaire qui n'était pas son fils et lui refusait tout accès aux biens, car Jean-Pierre le connaissait trop bien. La notaire a glissé le document dans une bannette marquée « Urgent », précisant que son fils serait notifié, ce à quoi Jean-Pierre a répondu « Qu'il le soit », avant de demander une attestation officielle prouvant qu'il était vivant. Elle a imprimé le formulaire, Jean-Pierre a signé d'un geste délibéré, puis elle nous a montré son écran, révélant que mon père avait tenté d'accéder au portail de gestion des biens en utilisant une ancienne question secrète de récupération de mots de passe dont Isabelle connaissait la réponse car elle remplissait ces formulaires depuis des années. La pièce m'a semblé plus froide, la notaire a demandé s'il y avait des raisons de croire qu'il possédait des documents physiques signés, et Jean-Pierre a confirmé en précisant qu'ils avaient même tenté de les voler ce matin. Mon téléphone a vibré, une autre alerte du chalet, 2 véhicules de la gendarmerie étaient dans l'allée, gyrophares allumés sur la neige. Le serrurier et Stéphane se sont figés, un gendarme est sorti, la main sur le ceinturon, et a crié des ordres. Le serrurier a levé les mains, mais Stéphane a tenté de fuir vers les bois, poursuivi par un gendarme. Alors que j'observais la scène, mon père a rappelé. Jean-Pierre a pris mon téléphone, a mis le haut-parleur et a répondu de sa voix la plus calme, celle qui pousse les gens à se trahir sans s'en rendre compte. Mon père, ne réalisant pas que son père était vivant, a commencé à parler de moi d'un ton mielleux, m'accusant de le manipuler et de l'isoler, prétendant que les gens s'inquiétaient. Mais Jean-Pierre l'a coupé en rappelant qu'à 7h12, il m'avait dit qu'il était mort, ce que mon père a nié avant que Jean-Pierre ne lui rappelle le rire de sa femme. Le ton de mon père a brusquement changé, devenant agressif, avouant qu'ils avaient agi ainsi pour protéger ce qui leur appartenait, avant que je ne le vole. La notaire a levé les yeux, Jean-Pierre a demandé ce qui leur appartenait, et mon père a énuméré les comptes, le chalet, les terres, affirmant que si je m'en mêlais, ce serait un désastre. Jean-Pierre lui a alors révélé que j'étais assise juste à côté de lui, provoquant un hoquet de surprise chez mon père qui a immédiatement tenté de changer de tactique, plaidant pour régler cela, en famille, plutôt que par des avocats. Jean-Pierre a rétorqué qu'il avait déjà choisi les avocats, la banque et la boîte à clés que son cousin tentait de forcer 10 minutes plus tôt. Un silence de mort a suivi, puis on a entendu la voix d'Isabelle en arrière-plan dire de ne rien ajouter, mais Jean-Pierre l'a entendu et a précisé qu'ils étaient sur haut-parleur et enregistrés. Ce mot a tout changé, mon père a tenté de dire que cela ne devait pas devenir « moche », mais Jean-Pierre lui a demandé pourquoi il m'avait dit de rester loin du notaire. Mon père a alors prétendu que j'étais instable, que je faisais des crises et que je déformais tout, mais Jean-Pierre a répliqué que c'était lui qui avait apporté l'enveloppe, pas moi. C'est là que mon père a lâché la phrase fatidique, affirmant que la justice était déjà impliquée. La notaire a relevé la tête, Jean-Pierre a demandé quel tribunal, et mon père, paniqué, a tenté de reculer en parlant de procédure de succession standard, mais la notaire s'est mise à taper frénétiquement sur son clavier et a découvert qu'une requête en urgence pour une mise sous tutelle temporaire avait été déposée. Mon souffle m'a manqué, Jean-Pierre a répété le mot « tutelle » et la notaire a lu les documents affirmant que Jean-Pierre était mentalement incapable et exploité par moi. Mon père hurlait dans le téléphone que c'était pour son bien, mais Jean-Pierre a résumé froidement la situation. Après avoir tenté de le déclarer mort à la banque, il tentait de le déclarer inapte devant un juge. Mon père n'a pas nié, affirmant que Jean-Pierre ne pensait plus clairement et que le tribunal le protégerait de moi. La notaire a découvert qu'ils avaient demandé une audience accélérée pour le jour même à 14h et qu'ils avaient déclaré l'adresse du chalet comme sa résidence actuelle pour pouvoir en contrôler l'accès par décision de justice. Jean-Pierre a compris le plan, mon téléphone a vibré à nouveau, montrant les gendarmes au chalet emmenant Stéphane menotter, mais le gendarme tenait aussi un papier qu'il a déplié devant la caméra, il s'agissait du projet d'ordonnance de tutelle. Ils étaient prêts à le lui signifier dès que la porte serait ouverte. Jean-Pierre a regardé l'écran, s'est penché vers le téléphone et a dit à mon père qu'il avait amené la justice devant sa porte, ce à quoi mon père a répondu, d'un ton satisfait, « Pas encore ».
Jean-Pierre a raccroché dans un silence pesant. La notaire a alors pris les choses en main avec une efficacité redoutable, préparant une attestation de compétence, une réponse d'urgence à la demande de tutelle avec les preuves de fraude, l'enregistrement de l'appel et les vidéos du chalet. Jean-Pierre a signé sans trembler. La notaire a alors découvert dans les pièces jointes de mon père un faux témoignage écrit en mon nom, m'accusant de restreindre l'accès à ses médicaments alors qu'il n'en prenait même pas. Le témoin de cette mascarade était Stéphane, le cousin actuellement menotté. La notaire a immédiatement appelé le greffe du juge pour signaler la fraude, l'effraction en cours et les preuves vidéo. Nous sommes repartis vers le chalet alors que j'envoyais tous les fichiers par email à l'étude. En arrivant, la scène était digne d'un film, les gendarmes, le serrurier livide, Stéphane menotté et un gendarme tenant le dossier de tutelle. En voyant Jean-Pierre descendre du camion, le gendarme a écarquillé les yeux, on ne s'habitue pas à voir un mort marcher. Jean-Pierre a simplement dit qu'il était bien vivant, le gendarme a confirmé avoir trouvé le projet d'ordonnance ainsi qu'une clé USB et des dossiers marqués « Banque » et « Propriété » dans le sac de Stéphane qui a fini par avouer que c'était mon père qui lui avait demandé d'agir. Le gendarme a ajouté que mon père avait même appelé la gendarmerie le matin pour confirmer son décès. Jean-Pierre est monté sur le perron, a regardé les traces d'effraction sur sa porte comme une blessure, puis il a sorti l'enveloppe scellée qu'il avait gardée et m'a demandé de l'ouvrir là, sur le lieu du crime. À l'intérieur se trouvait un acte notarié modifiant ses dispositions, il ne se contentait pas de révoquer les droits de mon père, il le nommait explicitement et listait ses tentatives de fraude comme motif d'exclusion totale, me nommant exécuteur avec le pouvoir de geler tous les accès. En bas, il avait ajouté de sa main que si quelqu'un le disait mort, il fallait appeler les gendarmes, et si quelqu'un le disait incapable, il fallait diffuser l'enregistrement. Je suis resté sans voix devant sa prévoyance. Le gendarme a hoché la tête, affirmant que c'était on ne peut plus clair. Jean-Pierre a posé une main sur mon épaule et m'a dit qu'ils avaient eu raison sur un point, je n'obtiendrai rien d'eux, mais je récupérais ma vie. En partant, les gendarmes finissaient les relevés, la banque allait recevoir les attestations de fraude et la notaire allait entrer dans l'audience de 14 heures avec l'enregistrement de mes parents riant de la mort d'un homme qui était pourtant bien assis à ma table de cuisine. Mon père pensait m'effacer d'un coup de fil, il s'est autodétruit. Il a voulu amener la justice chez mon grand-père, il a amené les gendarmes dans son propre complot, et le plus beau dans tout ça, c'est qu'il n'a pas perdu parce que j'ai crié, il a perdu parce que je suis resté calme assez longtemps pour que la vérité devienne un dossier judiciaire.